Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jérôme Huon, qui est coach de savate et de MMA et plein d'autres choses. Nous allons en parler. Jérôme, bienvenue à toi chez les anciens. Merci pour l'accueil et Merci merci pour beaucoup. l'opportunité. C'est nous qui te Sympa. remercions d'accepter l'invitation. Bah écoute, nous, chez les anciens, on aime revenir sur le parcours des gens. On aime apprendre à les connaître. Donc, raconte-nous le début de ta vie, comment c'est passé, dans quel contexte familial et... Ok, comme on est originaire de la même ville, j'ai grandi à Colombes Ouais, dans le 92. Euh, une famille, je veux dire par là, j'ai manqué de rien. J'ai ouais. une enfance, on va dire une enfance heureuse. J'ai manqué de rien. Après, je remercie quand même mes parents parce que j'ai manqué de rien, mais en même temps, j'ai pas été gavé entre guillemets. Et enfin, tout ce que j'avais, c'était mérité quoi. Ouais, Et ça, je les remercierai jamais assez parce que voilà, je vois aujourd'hui même souvent on s'autocritique avec, enfin surtout moi, je m'autocritique un peu par rapport à mes enfants parce que des fois, on a tendance trop à leur leur donner, donner tout ce qu'ils veulent c'est vrai. voilà bon. Donc voilà, donc enfance à Colombes, le sport assez tôt parce que je pense que j'étais un peu turbulent et dans mes souvenirs, j'ai le souvenir en fait d'avoir très tôt eu ce besoin de me mesurer aux autres. Ouais, Donc la compétition, le côté voilà être le plus fort. C'est peut-être pas top, hein, mais ouais. c'est en tout cas C'est bien pour le sport. c'était mon tempérament. Et puis aussi me mesurer à moi-même. C'est-à-dire toujours euh, voilà toujours aller plus loin du jour au lendemain. Ouais. Voilà. Et puis après c'est pour ça aussi que j'ai été attiré par des sports comme la plongée, le parachutisme, des choses comme Ah ça. ouais, En dehors magnifique. des sports de Ouais, combat, ouais. j'aime bien tout ce qui est extrême en fait. D'accord. Voilà. Et c'était quoi tes premiers rapports avec le sport? Alors mes premiers rapports avec le sport, je pense que c'est alors MJC de Colombes, j'avais fait un peu de gym, un peu de tennis aussi, et là où vraiment j'ai mis le pied vraiment dedans et où j'étais piqué, on va dire, c'est mon prof, mon instit CM1, Ouais, CM1, CM2 à la Canale. Non, alors du coup c'était pas la Canale, c'était l'école juste à côté du collège. ouais. Qui, en fait, lui, c'était un sportif dans l'âme. Et par exemple, il nous inscrivait au cross de la ville. Et pendant un mois et demi, tous les soirs, enfin tous les après-midi, avant de quitter l'école, Ouais. on allait trottiner autour Et vous de entraînez, l'école. quoi. Ouais, il nous faisait Ouais. Ah ouais, c'est un fou. petit entraînement, mais Ouais, genre tous les jours, quoi. ouais. Et puis, pareil avec le handball, c'était un fan de handball, etc. Et en fait, c'est de lui, je me souviens que c'est de lui j'ai pris ce goût de l'effort et aussi de la discipline, en fait, Ouais. du fait d'être régulier, voilà, que la compétition, ça demande Une une préparation, préparation ouais. et de l'exigence. Et tu te rappelles de son nom? Oui, Monsieur Caplier et paix à son âme. Caplier? Ouais, Ah ouais. Monsieur Caplier et paix à D'accord. son âme. Il me semble que, je suis quasiment sûr d'ailleurs parce que j'avais cherché sur les réseaux Ouais, et j'ai lu comme quoi il était décédé d'accord. depuis déjà un bon moment. Ok. Et donc là, ça a été tes premiers rapports avec le sport. C'est ça. Comment t'es arrivé au sport de combat? Bah donc à cette période-là, déjà, alors oui c'est ça, à cette période-là déjà je voulais faire un sport de combat. J'étais assez turbulent, je me bagarrais pas mal Ouais. et, euh, et je sais pas pourquoi on avait identifié la boxe française avec mon père et il n'y avait pas de club à ce moment-là à Colombes. Ah ouais. Euh, C'était je crois 88 et le Ouais. club il a été créé en 89 ou en 90 D'accord. par Jean-Pierre Mazdois que je salue. Et, euh, et donc MJC de Colombes, un an, c'était vraiment très loisir, une heure Ouais, par ouais. semaine Ça, c'est de la entre savate, enfants. hein. Ouais, Ouais. savate. Ouais. Et puis après, on a vu que à la Garenne Colombe, il y avait un club. Et donc, mon père, il m'a inscrit dans ce club-là, à la Garenne Ok. Colombe, où j'ai fait une grosse partie de mon cursus, quasiment jusqu'à la fin, même si
on était en partenariat avec le club de Colombes. Ouais. Quand je suis arrivé à un certain niveau, ça me suffisait plus d'être dans mon club d'origine. Ouais. Donc on a eu ce partenariat avec le club de Colombes et donc j'étais tout autant, je défendais tout autant les couleurs de la Garenne Colombes que celle de Colombes. D'accord. Ça faisait quoi en fait d'avoir deux clubs? Ça fait que tu pouvais accéder à plus de compétitions ou Plus sur les d'entraînement, Colombes, plus d'entraînement? Ouais. plus d'entraînement. Du coup, ouais, entraînement tous les jours. Ah Et puis ouais. aussi des partenaires parce que à Colombes, il y avait plus. Moi, j'essuyais un peu les plâtres à ce moment-là pour mon club. J'étais le premier de cette génération-là à avoir fait du combat, par exemple. Tu sais, Ouais. en savate, il y a l'assaut et le combat. Ouais. Quand tu es jeune, tu n'as pas de contact, dur. C'est une D'accord. pratique, C'est de la touche. contrôlée à la Ouais. touche, voilà. Et puis après, bah, si tu veux faire du combat, il faut. C'est bien d'avoir des gens qui sont au-dessus de toi, tu Ouais. vois, Pour te pour pouvoir coacher, te tester et puis ouais. progresser. Et D'accord. donc à Colombes, il y avait ça. Puis après aussi, j'étais un peu plus tard, j'étais à l'INSEP aussi, donc Ouais. sur la structure de haut niveau avec tous les champions de l'époque. Ah ouais. Donc là, évidemment, j'ai pris une claque déjà et puis ça m'a évidemment servi à évoluer, à Là, c'était le progresser. haut niveau. Ouais, c'était le Ouais. très haut niveau. Ouais, je suis Ouais. arrivé, j'étais à l'INSEP, bon là on a fait un bond hein, de Ouais, Colombes. on va revenir. J'étais donc junior et dans le groupe il y avait Johnny Catherine, paix à son âme aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez, c'est un ancien Ouais. adversaire de Kamel Chouaref. Je crois qu'on en a parlé. Ouais. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et puis voilà, Karim El Idrissi, Ismaël Assar, Djibril Faltelemac, Ludovic Fornes, des gens qui sont aujourd'hui des amis. Ouais. Et c'était des grands. Ouais. À ce moment-là, moi j'étais junior et eux ils étaient 2-3 années au-dessus de moi. Et les premiers mardis, parce que le mardi soir c'était les sparring à l'INSEP, dur. Ouais, Dur. Ouais, dur. Je prenais le RER. Après, en plus, j'allais m'entraîner encore le soir dans mon club. Ouais. Je faisais des fois 3 entraînements dans la journée le matin. Ah ouais, Ensuite, il y avait l'entraînement de l'INSEP. Et puis, je retournais dans mon club. Et ouais, dans le RER, des fois, je fais ah non, c'est pas possible, je vais pas tenir. ouais. Là, j'ai pris trop de coups aujourd'hui. J'avais presque les larmes aux yeux. Et puis voilà, petit à petit, ça endurcit. Et puis, on progresse. Et voilà, c'est cool. C'est ça. Et on revient un peu donc à ton enfance. Donc, quand tu as commencé la savate, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan humain, enfin, dans ta vie? Je pense que ça m'a canalisé parce que j'étais, voilà, je tenais vraiment pas en place et le côté positif qu'on disait tout à l'heure côté voilà l'énergie un peu débordante, Ouais. donc il y a du positif et puis aussi évidemment du négatif et je pense que le négatif a été canalisé par la pratique sportive. Aujourd'hui, je suis quasiment sûr que puis cette attirance tout le temps, vouloir se mesurer aux autres, tout le temps être le plus fort, être plus fort déjà que moi-même par rapport à la veille ou même par rapport à l'heure d'avant ou la minute d'avant. Et puis voilà, toujours se mesurer, se comparer aux autres, etc. Frimer un petit peu. Je pense que voilà, je devais frimer un petit peu aussi dès que j'ai commencé à savoir mettre un coup de pied. Il fallait que je le montre aux copains à l'école. Pas top, je pense pas top. Mais voilà, la pratique régulière et intensive m'a canalisé et je suis voilà, quasiment sûr que si j'avais pas eu le sport et peut-être aussi après la spiritualité, voilà, après on sait jamais, mais je suis quasiment sûr que j'aurais fait des conneries. Ouais. Et pourtant, encadrement familial, bon, mes parents ont divorcé quand j'étais ado. Voilà, mais je continue à avoir mes deux parents, aucun souci à ce niveau-là. Donc quand même bien encadré, mais voilà. Ouais, ça t'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Heureusement, vraiment. Et donc comment t'as au début, parce que on va dire c'est une sorte de loisir au début. Ah non, moi direct je voulais être champion. Je voulais être champion. Et comment c'est passé? T'as eu qui comme grande figure qui t'a pris un peu sous son aile pour te faire avancer, pour commencer à être grande figure. J'avais mon prof à la Garenne Colombes qui m'a eu donc dans ses cours quand j'avais 10-11 ans. Hein. Ouais. Ça a été le début vraiment sérieusement, c'est-à-dire avec 2-3 entraînements par semaine.
Et en même temps, je faisais de l'athlétisme à Colombes aussi. Ouais. Donc j'avais l'athlétisme et la boxe en même temps. Donc voilà, et ce prof que j'ai eu à la Garenne Colombes, bah, c'est devenu une figure presque paternelle. C'était Ouais. presque un deuxième papa. C'était mon Ouais. papa du sport en fait. Il s'appelle comment? Bernard Guérou. Bernard? Ouais. Ouais. Guirou? Guérou. Ouais. Guérou, ok. On le salue. Ouais. Et donc voilà, donc très attaché à ce prof-là parce que Ouais. je l'ai connu jeune et parce Il t'a suivi et tout. ouais, et puis c'est un affectif aussi. Ouais. Mm. Donc voilà, le côté humain était presque plus important que le côté Ouais. sportif. Ouais. Et puis voilà, après après j'ai rencontré d'autres personnes au cours de mon parcours qui m'ont apporté différentes choses à leur niveau. Et ouais, non, c'est. Donc tu disais la question, c'est les grandes figures. Voilà, Parce que il y avait l'encadrement, Ouais. donc l'encadrement, et après très tôt, j'achetais les magazines, et puis dès qu'on allait à Coubertin pour voir les finales élites, bah j'y allais avec, je te disais juste avant qu'on démarre, hein, Kamel Chouaref, et voilà, j'y allais avec. J'allais voir ses combats avec des étoiles dans les yeux. Ouais, magnifique. Et donc c'était top. Et toutes ces personnes-là de l'époque, bah, les Kamel Chouaref, les Franck Mézache, Alain Zankifo, je vais en oublier. Frédéric Belloni, c'est des champions, des grands champions qui évidemment m'ont inspiré et m'ont poussé à pratiquer pour tâcher de me rapprocher de leur niveau. D'accord. Et après, comment ça s'est fait? Tu as commencé à faire de la compète et évoluer dans... Très tôt, ouais, Ouais. j'ai commencé déjà chez les enfants à faire des compétitions en asso. Donc au départ, c'était pas trop ça. Ouais. Déjà, je stressais quand j'étais gamin. Comme, en fait, c'est ça, il y avait de l'énergie et en même temps, c'était tellement une énergie pour gagner, pour être le meilleur, Ouais. etc. Et on sait qu'aujourd'hui, je sais que le jeu et être concentré sur la tâche, en fait, sur l'action, est plus bénéfique pour la performance que d'avoir ton attention uniquement portée sur le résultat. Ouais. En gros, quand tu te concentres, quand tu es dans une compétition et que tu te concentres essentiellement sur le résultat, c'est générateur de stress et de stress, d'un haut niveau de stress qui est difficilement contrôlable. Ouais. Et voilà. Tu peux te faire perdre, quoi. Ouais, bah ouais, parce que t'es déjà au résultat, alors qu'avant le résultat, tu as tout un tas d'actions à mettre en place. Tu vois. Ouais. Et donc, les aspects ludiques, les aspects, voilà, cette concentration sur les étapes les unes après les autres, ça, j'avais un peu de mal. Et j'ai eu du mal d'ailleurs jusqu'à la fin, hein. Même si j'ai fait un peu de prépa mentale, etc. J'étais tellement stressé sur... en plus, c'est pire de se dire il faut que je gagne, Ouais. c'est il faut pas que je perde. Il faut pas que je perde. Ouais. Tu vois, parce que déjà dans il faut pas que je perde, il y a il faut, donc c'est un verbe de contrainte, et en plus il faut pas que je perde. Ça veut dire que tu as perdre dans le phrase. Donc limite ton cerveau tu le conditionnes presque à perdre. Bon, heureusement j'ai plus. Qui t'a donné ça, c'était plus pour toi ou c'est par rapport aux gens? Je pense que c'était les deux. Les deux. Ouais, je pense que pas perdre devant les gens. Je voulais me prouver à moi-même. Je voulais me prouver à moi-même que j'avais pas fait tout ça pour rien. Ouais. Et puis oui, le regard évidemment. On fait un sport. Comment dire, c'est un sport aussi de spectacle. Les sports de combat, c'est autant du sport que du spectacle. Ouais, bien sûr. Donc tu sais que tu es regardé, et, que tu sois à Coubertin ou dans un stade en Croatie ou à Japy. Je sais pas si tu connais Japy, la salle Japy. Parler beaucoup là. Japy, c'était le temple. Ouais. À cette époque-là, c'était le temple de la savate. C'est là où il y avait tous les tours de poule, toutes les phases qualificatives du championnat de France élite avaient lieu à Japy. D'accord. C'est une vieille salle vers pas très loin de Nation, si je me trompe pas. Et voilà, un peu emblématique. Je crois que c'était historiquement, ça a été aussi un lieu où
pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des transferts de personnes, tu sais, Ah dans les ouais, camps de concentration, d'accord. et ils avaient été en gros stockés, entre guillemets, Ouais. enfin, Dans dans ce gymnase. Donc il y a une ah ouais. plaque à l'entrée, il y a une âme en fait Ouais, ouais, une dans cette histoire. salle. Ouais. D'accord. Et voilà, donc j'appuie. Puis après, le Saint Graal, c'était Coubertin Ouais, quand pour tu les te qualifiais finales. pour les Ouais, finales du championnat de France. magnifique. Et donc, ça a été quoi la suite? Tu as fait une carrière dans la savate française? Alors voilà, moi, là où j'étais le plus loin dans le sport, parce que j'ai fait aussi des compétitions en athlétisme, Ouais, mais c'est en savate. Alors j'aime bien dire que ouais, j'étais champion. Après, j'ai pas été un grand champion comme les noms que je citais juste avant, hein, ouais, les Kamel, tous les noms que j'ai cités juste avant. ouais, Par contre, j'ai fait mon petit parcours. J'étais donc déjà chez les jeunes. J'ai commencé à avoir des résultats en cadet. J'étais champion de France 2 années de suite ouais, en cadet. Donc là, c'était en assaut. Puis après, j'ai fait du combat. Donc champion de France junior. Donc là, j'ai été en équipe de France. Je suis rentré à l'INSEP à ce moment-là et j'étais champion d'Europe junior. Donc la finale à Zagreb, en Croatie. ah ouais, Je vais pas ressortir la date comme Kamel, mais c'était, je crois, en novembre. J'ai pas le jour. Je suis vraiment en dessous de ouais, toi, Kamel. Désolé, mais c'était en novembre 1998 à ouais, Zagreb. Donc 98, c'était pas si longtemps après la fin de la guerre ouais, en ex-Yougoslavie. ouais. Donc pareil, ambiance un peu. C'était un peu chaud. Ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais, Enfin, c'est ouais, des souvenirs forts en tout cas. ouais. Hein. On sort du vestiaire avec les militaires. Ah ouais, d'accord. Euh, Sous escorte et tout. le public hyper discipliné, les Ah gens à ouais, l'heure, en avance même, ok. tous assis, calmes. Ah ouais, purée. Bon après, premier coup de pied que mon adversaire met dans le vide, c'était Comment un ça? Croate. Ouais, Là, le public en feu. ouais, Et voilà, bon souvenir. Et puis après, après, je suis passé dans la catégorie senior. J'ai été champion de France, donc ça, à l'époque, ça s'appelait Honneur. Aujourd'hui, c'est les élites B, donc c'est en gros la deuxième division. Et puis après j'étais jusqu'en élite. J'ai fait vice-champion de France, élite. ouais, Et, et puis là, déjà, je commençais j'étais plus sur la fin de mes études. J'ai fait des études en parallèle dans les sciences du sport, hein, ouais, STAPS. Et puis j'ai rencontré, déjà, quand j'étais en équipe de France, j'avais rencontré les gens qui travaillaient à la fédération, qui sont devenus après mes collègues, en fait. ouais. Parce que voilà, ils m'ont expliqué quel concours ils avaient passé pour je voulais être prof de PS. Et puis ils m'ont fait comprendre que voilà, il y avait aussi d'autres voies. D'autres voix, Et donc après, je me suis mis à fond pour passer ce concours aussi. ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté jeune parce que alors j'ai fait donc 3 saisons en élite et après en 2004 j'étais rentré dans une classe prépa à l'INSEP pour ce concours. Et donc j'avais mis un peu, j'avais mis un petit peu un cran en arrière sur Ouais. l'aspect entraînement pour prioriser Pour prioriser, la préparation du concours. Mais je m'étais quand même inscrit en assaut. Parce D'accord. qu'à ce moment-là, l'assaut devenait aussi une discipline qui était reconnue de haut niveau. Donc on Ok. pouvait avoir le statut de sportif de haut niveau D'accord. et donc aussi des aides, des financements pour les formations, etc. Ah ouais, bien. Et donc je m'étais inscrit Ouais. et puis bizarrement, enfin pas bizarrement, mais je m'entraînais un peu moins, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'étais le plus relâché et le plus performant. Avec moins de Et stress. ouais, même si j'avais continué le combat, dans Ouais. cet état d'esprit, je pense que j'aurais été plus fort Ok. quand j'ai arrêté le combat Que quand tu étais dedans. voilà, c'est ça. Et donc voilà, et donc j'ai été champion de France et champion du monde à saut. Ok, d'accord. Et juste pour revenir, avant de revenir au STAPS, tu as parlé d'athlétisme. Oui. Tu faisais quoi exactement? Alors au départ, c'était l'école d'athlé. Ouais. Je sais pas si c'est toujours dans leur culture, mais en gros, quand tu commençais l'athlétisme en dessous d'un certain âge, quand tu étais ado, on t'imposait d'être comment dire multidiscipline. Ouais. Et ça veut dire qu'on était dans un groupe où on faisait de la course, du saut, on allait faire des lancers aussi. D'accord. Et d'ailleurs, certaines compétitions, tu étais obligé de prendre une course, un lancer
et un saut. Ok. Tu vois, pour pas que les jeunes s'hyper spécialisent trop tôt. Et ça, c'est plutôt bien, je pense. Ouais, pour qu'ils touchent à tout, quoi. Ouais, ça, c'est plutôt bien. Donc, toucher un peu à tout au départ. Et puis, j'aimais bien la vitesse et les haies. Donc après, petit à petit, je me suis spécialisé sur les courses de haies. Ok, d'accord. Et donc, j'avais été, je crois, champion d'Île-de-France ou champion de Paris. Ouais. Et ensuite, il y a une année, une année où je me casse la clavicule. Et donc, je passe à côté de ma saison de compétition, même athlé et boxe. Et l'année d'après, en fait, je me reconcentre sur la boxe. En fait. D'accord. On avait rajouté, ouais, je lâche l'athlé. Enfin, j'ai continué parce que j'ai toujours continué à courir. Ouais. Et puis, tu sais, dans la boxe, ça fait partie un peu de la préparation, dans quasiment tous les sports. Donc, j'ai continué à courir et j'aime bien courir. Et donc, mais voilà, je me suis spécialisé. Et là, c'était plutôt, je dirais, sur les coups de 13-14 ans. Ok. Donc, à partir de là, j'ai fait plus que ça. Plus que ça. Et donc là, on revient au STAPS. D'où t'es venue cette envie d'enseigner, de transmettre? Je pense que je reviens à cette rencontre avec l'instituteur, tu vois, du CM1, du CM1, CM2, parce que je pense qu'il m'a déclenché, il a déclenché chez moi le goût de l'effort et de la discipline pour l'entraînement. Et puis c'est vrai que du coup à ce moment-là, comme tu es à fond dedans, tu regardes les gens qui t'encadrent un petit peu comme des modèles, ils t'inspirent. Et puis au final, tu as envie de faire comme eux. Donc tout à l'heure, tu parlais de Monsieur Niéré au stade, au Racing. Voilà. Et donc pareil, j'étais un peu en admiration devant lui. Il a tous coaché. Je pense qu'il passait toutes les classes des écoles primaires de Colombes. Il a eu tout le monde. C'était magnifique. Je me rappelle, il avait son sifflet, etc. Donc, je m'étais acheté un sifflet pour avoir aussi un sifflet et tout ça, tu vois. Vraiment. Il est impressionnant, il est grande taille et tout, tu vois. Donc, raconte-nous comment ça s'est fait, comment étaient tes études et comment tu as commencé à coacher. J'étais donc au collège à la Canale. Donc, ensuite, le lycée. Ça m'aide de retracer ça avec les écoles, plutôt que les âges, les années de. Donc quand je suis arrivé au lycée, c'est à ce moment-là que j'ai gagné les championnats de France cadets et que j'ai commencé à faire du combat aussi sur la fin du lycée. Et après, en fait, alors, je voulais être prof de PS et j'avoue que les profs de PS que j'ai eu au lycée, ils m'ont un peu démotivé d'être prof de PS, tu vois. Mais bon, en tout cas, je voulais être dans le sport. Et je savais que pour être dans le sport, tu avais des études supérieures qui s'appelaient STAPS, qui s'appellent toujours STAPS d'ailleurs, et qui te permettaient d'accéder notamment au concours de prof de PS. Donc j'ai après mon bac, je me suis engagé dans cette filière-là à Nanterre. Et puis donc j'ai fait une année à Nanterre. En même temps, cette année-là, c'était, je crois, ma deuxième année à Nanterre, c'est l'année où j'étais champion de France et champion d'Europe junior en combat. Et je suis rentré à l'INSEP à ce moment-là. Et donc, j'ai fait donc les 2 premières années, donc le DUG à Nanterre. Et après, quand je suis rentré à l'INSEP, donc j'étais sur la fac de Créteil, je crois. Et donc là, j'étais en licence. D'accord. Donc j'ai fait ma licence, on a réparti la licence en 2 années. Tu sais, quand tu es à l'INSEP, tu as des aménagements. Donc la licence, je l'ai passée en 2 ans. Et puis après, je suis parti de l'INSEP. Je suis retourné m'entraîner dans mon club, enfin dans mes clubs, La Garenne et Colombes. Et j'étais mieux.
Alors, ce que j'ai perdu, c'est la qualité des partenaires d'entraînement qu'on avait à l'INSEP, parce qu'à l'INSEP, c'était les meilleurs du monde, en fait. Bah oui, c'est Tu as les les meilleurs. meilleurs du monde concentrés dans Ouais, dans la même salle. Et, mais voilà, j'ai retrouvé, on va dire, le confort, parce que c'était très long, les transports, je me levais tôt, etc. C'était ouais. un C'était peu... où exactement? L'INSEP, c'est après le château de Vincennes. Tu sais, entre le château Ouais, de Vincennes et Joinville, d'accord. dans le bois de Vincennes. Donc c'était de l'autre côté. Ouais, Toi, de l'autre t'étais dans côté. le. Ouais. Donc moi, je prenais le bus, après donc la Défense, le RER, et après encore un bus, Ah ouais. tu vois, avec Ouais, le sac de sport, ouais. parce que j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture à ce moment-là, donc le sac de sport et le sac de cours. Ah Et ouais. puis j'avais pas ma chambre, donc Ouais. obligé de squatter la chambre des uns et des autres, des fois pour faire la sieste ou pour prendre sa douche après Ouais. l'entraînement du matin. Donc c'est des bonnes années, hein, Ouais, ouais. sincèrement, c'est Un des bon bonnes années, souvenir. ouais, bons Ouais. souvenirs, aussi bien sur les aspects cours que entraînement. Et puis voilà, et puis après, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à... Parce que comme j'attaquais mes études dans le sport, Ouais. j'étais toujours à la recherche tu sais, des nouvelles méthodes d'entraînement, Ouais. etc. Et je me construisais beaucoup, je me prenais beaucoup en charge. Tu vois, par D'accord. Ouais. exemple, toutes les séances du matin, que ça soit la muscu ou les séances de course, je me dessinais mes programmes et ça a été à la fois constructeur pour moi et en même temps aussi générateur de pression, parce que je pense que tu peux pas être athlète et en même temps être ton propre coach. Ça, D'accord. déjà, c'est une pression. Ouais. Et en plus, tu te rajoutes la pression D'être coach. Ouais. d'être ton propre coach. Ouais. Donc ça a été... alors ça m'a beaucoup apporté pour mon expérience et ma construction en tant que coach. Ouais. Après, en tant qu'athlète, je pense que ça m'a un peu bousillé déjà, parce que Ouais. j'en faisais 10 fois trop. Il y a D'accord. des fois, comme je te disais, des fois quand cette période-là, l'INSEP, lundi matin, je faisais une séance de piste. Après, le soir, on avait la séance de boxe à l'INSEP. Ensuite, parfois le soir, je prenais la voiture avec les gars de l'INSEP et on allait s'entraîner à Colombes. Ah Donc ouais. 3. Mardi matin, muscu. Mardi après-midi, sparring à l'INSEP. Les transports, leçon avec mon coach à la Garenne Colombes. Ouais. 3. Ah ouais. Mercredi matin, circuit training à l'INSEP, donc préparation physique, Ouais. en salle de boxe. Fractionner sac dans mon club. Et en plus, on faisait fractionner sac. Aujourd'hui, la plupart des gens, dans les sports de combat, quand ils font le fractionner sac, c'est une séance. Tu vois. Ah, Mais sympa. à cette Ouais. époque-là, on Ouais. faisait fractionner sac et après, on mettait les gants. Ah ouais. C'est-à-dire, on faisait D'accord. sparring. Ouais. Et en plus, on faisait sparring sans protège tibia, sans protège Ah pied. ouais. Donc, on se schlappait les bras, Ouais. je te dis pas. Et le lendemain, bah, rebelote, je crois muscu ou footing Ouais, c'était tous à les jours, l'INSEP. quoi. Deux, Le trois soir, fois. fractionner sac à l'INSEP. Ouais. Parce que je voulais pas louper le fractionner sac dans mon club. Ouais. Et puis j'étais obligé d'aller au fractionné de l'INSEP. Ouais, Donc bah je faisais deux. forcément. En fait, c'est des trucs, si tu veux. Tu sais, c'est comme des fois on dit les gens qui mangent ils mangent trop de protéines. Ouais. C'est un certain seuil de comment dire, un certain taux de protéines par rapport à ton poids de corps. Tu vas les éliminer. Ouais. Tu vas pas construire du muscle. D'accord. Bah là, je pense que c'est exactement la même chose. Je faisais tellement de séances que certaines ne servaient strictement à rien, et Ouais. c'était juste de la fatigue emmagasinée, En plus, ouais. et ça me servait pas à progresser. Peut-être Ouais. même parfois ça me mettait un peu dans le rouge et Ouais, ouais. presque dans la régression. Voilà. En tout cas, j'ai appris, voilà. Et puis après, je te finis pas la semaine type, mais Ouais, c'était deux, trois fois, quoi. c'était 2 à 3 fois Ah, c'est énorme. par Ouais. jour. Ouais. 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 C'est énorme. Plus les transports, plus Ouais. le travail, parce que j'étais animateur. En fonction des périodes, j'ai fait un peu d'animation, et puis j'ai travaillé à GoSport aussi, Ouais. à la Défense, le week-end, tu vois, pour me faire un peu de sous. Ouais. Donc ça faisait des semaines Surchargé. bien remplies, ouais, Ouais. bien remplies. Et comment ça a été la première fois que tu es devenu coach? Tu as commencé à entraîner? Assez jeune, Ouais. assez jeune. Déjà, dans mon club, parfois j'assistais mon prof. Et puis, alors je crois que
C'était un pote de Colombes, du club de Colombes, là, Samir, qui donnait des cours à Paris, Notre-Dame de Lorette, je crois. C'était une salle d'arts martiaux. Et il était obligé de lâcher un cours qu'il donnait. Ouais. Et puis, je crois que ça a été les premiers cours que j'ai donnés donc à Notre-Dame de Lorette. Ouais. Donc 1999, ouais, j'avais 20 ans, quoi. Tu vois. Ah ouais, d'accord. 19, 20 ans, j'ai commencé à coacher. enseigner. Ouais. En fait, au moment où je suis rentré à la fac, en gros, je pense aussi que j'avais besoin de mettre en pratique ce que j'apprenais à l'école, tu vois. En théorie, ouais. J'ai fait mon stage de deuxième année, je crois, première année ou deuxième année. Tu sais, on avait un stage en école primaire. Ouais. Au Pâquerettes. Ah ouais, à Nanterre. Au Pâquerettes. Ouais. Une classe de gamins Turbulent. pire que ça. Ah ouais. Pire que ça, qui avaient des gros traumatismes, D'accord, etc. une classe spéciale. Ouais, Ah ouais. Donc, bien immergé, tu vois, dans le bain. Ah, Déjà, je me souviens, le premier objectif, c'était déjà de les rassembler et de les faire s'asseoir. Déjà, en soi, c'est arrivé à les rassembler en face de toi et à avoir leur attention. C'était déjà un objectif, tu vois. D'accord. Donc ça, c'est un souvenir marquant aussi, tu vois. C'est trucs, c'est pas grand-chose, c'est quoi? C'est peut-être 10 séances de 2 heures. Ouais. Tu vois, c'est rien dans une vie, en fait. Ouais, bien sûr. Mais ça a été constructeur et ça m'a vraiment marqué. Ouais, magnifique. Et en plus, ça m'a marqué parce que ce qui nous renvoyait après les petits, c'était ils te renvoyaient de l'amour après, les gamins. Exactement. Parce que malgré tout, ils sentaient que tu étais en train de te défoncer pour eux, que tu avais préparé. Ouais. Ils s'en rendaient compte, tu vois, ils savaient pas, mais ils s'en rendaient compte, et donc ils te le renvoyaient après en 2 fois, 3 fois plus. C'était trop fort. Et après, tu peux nous raconter la suite de ton évolution en coaching. Bah après, donc dans la continuité des études, donc après je coachais dans différents clubs, donc la Garenne-Colombe, j'allais à Issy-les-Moulineaux, j'allais au Phoenix 13 aussi dans le 13e arrondissement. Donc voilà, j'étais sur plusieurs clubs, voilà. Parce que c'était aussi un peu une activité professionnelle, tu vois, ça te permettait en parallèle des études et de la pratique de gagner un peu d'argent. Et puis 2004, je fais ma dernière année de compétition et la fédération me propose de rentrer donc dans la classe prépa de l'INSEP pour le concours, pour le professorat de sport. Et je rentre dans cette classe prépa. Et je réussis le concours. Je réussis le concours et je rentre en fait dans le staff de la fédération. D'accord. Donc je passe de compétiteur de haut niveau. L'année d'après, je suis entraîneur national. Tu vois, en équipe de France. C'est un peu difficile, tu vois, parce que tu es jeune, tu as quasiment le même âge, tu es même plus jeune que certains athlètes. Donc moi, j'entraînais les juniors. Donc ça allait, tu vois, mais j'étais pas beaucoup plus âgé qu'eux, tu vois. D'accord. Donc voilà, et puis après, ça a été le début d'un parcours de 14 ans à la Fédé de boxe française, en tant que entraîneur national. Donc entraîneur national à la fois sur des équipes de France et sur le pôle espoir au départ à Aubonne, et ensuite pôle France, donc au Krebs alors j'avais été préparateur physique du pôle France quand on était encore à l'INSEP. Ensuite j'ai pris la responsabilité d'un pôle espoir, c'est les plus jeunes, tu sais, c'est la formation des plus jeunes. Et ensuite on avait regroupé pôle espoir et pôle France sur le Krebs de Châtenay-Malabry. Et donc c'était, on va dire, les 3/4 de mon travail, c'était l'entraînement des athlètes et puis le suivi socio-professionnel. Tu vois, parce que tu avais des athlètes qui étaient à la fac, d'autres qui étaient encore au lycée, d'autres qui étaient en formation professionnelle, et toi tu dois assurer le suivi. Voilà. Ok, d'accord. Tu es en relation avec les écoles, tu es en relation avec... ça, je l'ai fait beaucoup aussi... sur le pôle espoir. Et sur le pôle espoir, j'ai vraiment essuyé les plâtres. Enfin, j'ai vraiment fait mes armes sur cette expérience-là, parce que on a construit le pôle espoir et on a recruté une dizaine de jeunes.
Et les 10 jeunes, ils étaient dans des classes différentes. Tu vois. Ouais. C'était hyper difficile. Ah bah oui. Hyper difficile d'avoir des aménagements pour l'entraînement, le suivi. Je me souviens, j'ai une anecdote là, c'est un jeune, c'était le petit neveu ou petit cousin de mon ami Mohamed Diaby d'ailleurs, que je salue. Ouais. Donc je cite pas le nom du jeune, comme ça je le mets pas en difficulté. Mais donc on l'inscrit dans un lycée. Et puis, je prends contact avec la CPE, voilà, donc on échange nos adresses mail et je dis voilà, surtout tenez-moi au courant s'il y a des absences, s'il y a quoi que ce soit. Nous, on les a au quotidien, donc on peut réguler, etc. Et puis, et Mohamed, on l'avait recruté en tant que surveillant d'internat. Et donc souvent, je lui disais, bon, donc il va à l'école et tout ça, et il me dit ouais, pas de souci. Et puis moi je le voyais, des fois j'arrivais le matin, je le voyais avec son cartable, il allait à l'école et tout ça tous les jours. Et puis fin du premier trimestre, je commence à faire le bilan, donc je prends contact avec tous les profs principaux ou les CPE pour faire le bilan des notes, etc. Ouais. Et puis j'appelle le CPE du gamin et fait ah mais non, on l'a vu une semaine. Et puis là, on n'a plus de nouvelles. Ah ouais. En fait, il prenait son cartable, Ouais. il allait au lycée, il restait dans la cour ou dans la salle de perme. Ah Il ouais. avait il avait été déscolarisé pendant 2 ou 3 années, et il y avait un traumatisme, où il avait un vrai problème avec soit l'autorité, Ouais. ou soit peut-être il se sentait, il n'avait pas assez confiance en lui. Ouais. Et donc c'était un effort pour lui, limite insurmontable, que d'aller s'installer dans la ouais. salle de classe, quoi. Ah, c'est fou. Et puis il n'en a pas parlé, etc. Donc, la carence, ça a été le lycée de ne pas m'avoir prévenu dès le départ, tu vois, parce que j'aurais pu intervenir. Donc il s'est fait exclure du lycée. Donc ensuite, voilà, on a réussi à récupérer le coup, on a pu le mettre sur une formation type école de la deuxième chance, tu vois. Ouais. Ce type de choses. Mais voilà, ça, c'est des expériences qui sont C'est fou. formatrices, quoi. Ouais. Et ça dépasse le cadre de l'entraînement sportif. Ouais, bien sûr. Après, sur le pôle France, on est plus sur des gens qui sont, on va dire, plus matures, on va dire, pour la grande majorité. Et donc il y a du suivi socio-professionnel, mais on est quand même plus sur la performance, tu vois. D'accord. Sur la recherche de performance. Et à l'époque, le panel c'est ça qui est riche aussi en boxe française, sur le pôle France, et on avait des gens qui étaient en formation professionnelle type BPGEPS pour être éducateur sportif, et puis on avait des futurs chercheurs, des étudiants en thèse, en doctorat. Donc gros éventail, donc très riche, et puis tous dans le même ring le soir à la salle, tu vois. C'est beau. Et tu peux nous parler de ton activité dont tu m'as parlé tout à l'heure, professionnelle, qui était en parallèle du sport? Oui, donc mon activité principale, c'est conseiller technique sportif au ministère des Sports. Donc c'est le concours que j'ai réussi en 2004, là, que je te disais, ce qui m'a permis d'être entraîneur national pendant 15 ans dans ma fédération. En 2019, j'ai voulu changer d'environnement, et donc j'ai atterri à la Fédération française d'haltérophilie. D'accord. Donc rien à voir. Et sur des missions de développement, travail de développement des pratiques. Donc vraiment rien à voir. Et je me suis fait plaisir pendant 5 ans. Et là aujourd'hui, les missions sont en train de changer. Je vais retourner sur le secteur du haut niveau, toujours en haltéro. Alors pas sur un point de vue technique, parce que je suis pas un haltérophile, mais sur tout ce que je peux apporter en termes de sport de haut niveau dans cette fédération-là. Et donc ça, c'est mon activité principale. Et après, j'ai gardé un pied, évidemment, dans les sports de combat, dans la savate, et aussi dans le MMA. Pendant très longtemps, j'entraînais les compétiteurs à Levallois. Donc là, j'ai quitté ce club récemment. Et depuis quelques années, je m'implique de plus en plus sur le MMA,
en tant que coach striking. Donc striking, c'est la partie debout à distance. Ouais. Et comment s'est passé d'où ça t'est venu cet intérêt? Alors déjà, bah, tu vois, à l'époque où je commençais le sport, Ouais. UFC, ça veut dire. ouais, bah, les cassettes vidéo. Exactement. On a été dans le même Vidéo Futur, non? Ouais, je pense, exactement. C'est le Vidéo Futur Ouais, Vidéo du Futur. centre-ville. Exact. Donc le premier UFC, je regarde ce truc-là. Mais pour moi, je regardais ça comme si c'était du catch, tu vois, ou comme si c'était Ouais, du cirque. exactement. C'était un truc. impressionnant. À ce moment-là, jamais j'aurais imaginé Ouais. que je puisse être plus ou moins impliqué dans ce. Alors Dans en ce même temps, ça sport. ressemblait pas du tout à ce que c'est Ouais, aujourd'hui. non, c'était pas. Tu vois. C'était plus comme nous, comme on pensait. Ouais. C'est quoi le meilleur sport? Tu Ouais, vois. puis c'était de la bagarre de rue dans C'était une bagarre de dans, rue. dans un Lui, spectacle. en Mis en spectacle. kimono, l'autre en. Ouais, c'est tu ça. vois, c'était Pas de round. vraiment- Ouais. Enfin, pas de durée de round, Pas de règles. pas de règles, pas de gants. C'est vrai, pas de gants. Ah, c'était. Mais bon, c'était curieux, quoi. On était curieux. C'était incroyable. Voilà. C'était incroyable. Donc en fait, puis après j'ai continué à suivre parce qu'après il y a eu Internet. Ouais. Donc j'ai continué à suivre l'évolution du MMA, mais quand même de très loin. D'accord. De très loin. Je me souviens AOL. Tu te souviens AOL? Ouais, Les ouais, premiers- voilà. Donc l'Internet. moi j'avais AOL Ouais. et je discutais sur la messagerie avec Cyril Diabaté. Ah ouais, à l'époque déjà. Ouais. D'accord. Et il me disait, ouais, mais là je vais faire un autre truc, là, c'est plus ouvert et tout ça. Alors ça s'appelait pas MMA en plus, je crois, au départ. Hein. Non. Je crois que ça, c'était c'est- Free Fight ou certaines compétitions, c'était du Free Fight, d'autres c'était Golden Trophy. Ouais. Golden Trophy, c'était ben, je crois que c'était en France, ça avait été structuré en France et ils avaient une espèce de kimono avec des gants, des mitaines aussi avec Ouais. les doigts qui sortaient. Et c'était multi-règles, enfin D'accord. multidiscipline. Ouais. Et mais voilà, donc ça m'intéressait. Et puis j'achetais Karaté Bushido, Punch Mag, tout ça, tous les Ouais, magazines ouais, de bah sport oui. de combat. Donc j'étais intéressé, mais peut-être même passionné, mais toujours de loin quand De même. loin, ouais. Je me serais jamais imaginé Rentrer dedans. parce qu'il n'y avait pas cette structure. C'est Je suis vrai. quelqu'un d'assez structuré, méthodique, Ouais. et pour moi c'était trop la jungle. Ouais, bah c'était tu pas veux. encore organisé en Ouais. France, c'était pas légal. Enfin, Déjà c'était en pas- France, c'était pas légal, il c'est y en ça. avait pas. Ouais. Tout ce que tu voyais, c'était sur Internet. Sur en fait. Internet, les États-Unis, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et plus ça a été, et plus je m'y suis intéressé, de moins en moins loin, parce que je voyais comment ça se structurait. Ouais, Alors c'est après, ça, à travers les médias, j'étais toujours quand même un peu dérangé par les aspects très très libéraux, on va dire, de comment ça a été organisé aux États-Unis. Ouais. Tout ce qui est dopage et tout ça, bon, évidemment, c'est des choses que je combats et que je combattrai toujours. Et puis même, tu sais, les protocoles de mise au poids, tu sais, les pesées. Ouais, ouais. Déjà, Ouais. dès la pesée, ça commence, c'est un C'est show. vrai, ouais. Donc, de savoir qu'un tel a perdu 10 kilos en En 24 2 jours, heures ouais, et qu'il va en grave, reprendre 12, ouais. Ouais, tu vois, grave. c'est déjà un peu le début du Ouais, spectacle. c'est vrai, ouais. Mais ça, je suis pas super fan de ça. Puis voilà, et après, je crois, un peu avant la légalisation en France, déjà, il y avait la pratique s'organisait quand même Ouais, en France. ouais. Et j'avais été faire un stage au Vic de Grigny, dans le 91. Donc c'est mon cousin Hama et Joe là, qui m'avait invité à venir faire ce stage. Donc c'était cool. En fait, ça a été la première fois où j'ai dû me poser derrière mon ordi et de structurer une séance pour le MMA, Pour le MMA, du pied-point pour le MMA. Ouais, J'avais déjà réfléchi à plein de trucs, ouais, mais là c'est la première fois où je dis bon bah là j'y vais, faut pas que je passe pour un clown, ouais, donc on va faire les choses Propre. bien. ouais. Et puis ensuite j'avais contact avec Johnny Frachet, qui à l'époque était au NR Fight, et j'avais une athlète avec qui on réfléchissait de savoir si elle allait continuer en boxe française ou si on allait essayer autre chose, etc. Donc je l'avais emmené pour faire des séances notamment de lutte, sol, etc. pour voir un petit peu comment elle pouvait Le s'organiser. niveau, ouais. Et donc Johnny, en fait, on se connaissait à distance parce qu'on avait fait des podcasts, on avait été dans les mêmes podcasts. Ouais. Et puis moi je le suivais, il avait lu mon livre, etc. Donc en fait quand on s'est vu, on avait l'impression de se connaître C'est honnête, ouais. depuis des années.
Et je suis resté en contact avec lui. Et quand il a bifurqué sur l'US Metro, l'US Metro qui est une grosse structure là aujourd'hui de MMA dans Paris, il m'a proposé de l'accompagner. Donc je venais faire 1-2 séances avec lui sur place. Et ça a duré 1 an et demi. Ça a été très formateur pour moi parce que j'ai mis vraiment les pieds dedans. Grosse structure, 40-50 gars sur le tapis, enfin filles et gars sur le tapis le matin. Du coup, j'ai pu aussi faire les premières sessions individuelles, les premières leçons aussi privées avec des athlètes. Et puis aller coacher aussi en compétition. Donc là, vraiment, dans la première compète, le premier coaching que je fais de MMA, Marie Loiseau, que je salue. Donc, je vais pas dire son âge parce que ça se fait pas pour les femmes, tu vois. Mais athlète, tu vois, bien avancé en expérience et en âge, donc plutôt fin de carrière, en Pologne. Avec un game plan, donc avec une stratégie où il fallait qu'elle emmène au sol et qu'elle l'étrangle. Enfin, qu'elle l'amène au sol et qu'elle finalise au sol. Et moi, je suis coach de pied-point, tu vois. Et j'étais tout seul avec elle. Et en plus, on parlait juste avant du cutting. Je crois qu'elle combattait à 57. Et elle se prépare. Donc, elle combat à 57 et elle se prépare à 65. Tu vois, le poids de forme, c'est 64-65, si je me trompe pas, tu vois. Et donc, la semaine d'avant, elle me dit, on va partir ensemble, c'est cool, etc. Et puis, elle me dit, t'as déjà géré des athlètes pour le cut et tout ça? Donc, jamais j'avais fait ça. Moi, j'avais géré des petites pertes de poids, des petits conseils, etc., nutrition, etc. Mais je dis, t'inquiète. Je pouvais pas 3 jours avant lui dire ah non, t'es désolé, on va être dans la merde et tout ça. Donc je dis t'inquiète. Et puis après, en gros, arrivé sur place, elle avait son protocole et tout ça, donc je l'ai accompagnée plus moralement qu'autre chose. Mais ça a été aussi une claque parce que c'est la première fois donc que j'assistais à ce protocole-là, donc du bain chaud avec du gros sel, de l'albolène partout sur le corps pour dilater les pores de la peau, pour transpirer un maximum. Tu vois, et puis alternance entre sudation et sudation dans les couvertures. Et tu sais, il faut... en fait, ça te fait penser à... C'est pour ça il y a un côté morbide, ça te fait penser à un linceul, en fait. Parce tu mets des couvertures et tu t'enroules et il ne faut pas qu'il y ait d'air, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc, tu as l'impression que c'est un cadavre, en fait. Une momie. Donc, c'était... désolé, hein, Marie, hein, mais c'était une expérience, ça aussi. Et puis en fait, c'est tellement bien structuré, les protocoles sont tellement bien structurés. Et puis, ça a été aussi, ils sont accompagnés par des médecins, par des nutritionnistes, etc. On fait vraiment pas n'importe quoi. Il y a une vraie perte de poids, une vraie perte d'eau. Maintenant, c'est derrière, tu as des protocoles de réhydratation avec des boissons spécifiques. Du repos, et le lendemain ils sont en pleine forme. C'est fou. Le lendemain ils sont en pleine forme. Et moi j'ai connu les régimes, alors, je suis pas médecin, mais j'ai connu des régimes où pendant 3 semaines tu es en pleine période d'entraînement où tu dois t'entraîner à fond et en même temps tu es limite en dénutrition parce qu'il faut que tu perdes 3-4 kilos et tu te dis il faut absolument que je les perde une semaine avant, que je sois tranquille. Sauf qu'en fait, il y en a beaucoup qui se blessent. Parce que tu es dans une période où tu dois t'entraîner comme un malade. Normalement, tu devrais bien manger. Sauf que tu choisis de faire un régime pour te mettre au poids. Et donc, ça, c'est une école. Et l'autre école, c'est de manger à ta faim. Alors, de bien manger, mais de manger à ta faim. Tu souffres pas de la faim pendant ta préparation. Et d'avoir une plus grosse descente, une plus grosse perte de poids, mais qui va être juste sur la déshydratation les quelques jours et quelques heures avant le combat. Et sincèrement, j'ai pas de certitude, mais je me demande si pour la santé, c'est pas pire de se dénutrir pendant des semaines plutôt que de faire juste 2-3 jours avant. Bon, je pense que de toute façon les deux c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs le sport de très haut niveau
c'est pas forcément toujours très bon pour la santé. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, première expérience en Pologne. Bon, Et, coach, elle a gagné ou pas? elle a gagné, Ah, bah, ça et elle va. a gagné comme ça avait été C'était prévu. prévu. Et comme elle avait rêvé d'ailleurs la veille, elle dit, ouais, Ouais. j'ai rêvé que je l'étranglais. Mais je fais, si t'as rêvé, tu vas l'étrangler. Tu vas aller Et travailler. donc, on avait travaillé sur un petit schéma sur la première partie du combat pour bien préparer l'amener au sol. Ouais. Elle a bien fait. Donc, la partie debout qui me concernait. Ouais. Puis après, une fois qu'elle a emmené au sol, Après ça y est. je savais pas quoi trop lui dire. Je me dis, allez, fais-le, serre, fais-le. serre, serre. Et c'était cool. Ah, magnifique. Et, et après, là, quand ça c'était le début, ça a été quoi la suite de ton coaching en MMA? Alors après, donc là, depuis septembre, je suis plus à l'US Métro et j'ai rejoint la Fighting Beat Ouais. avec Malik Silla, qui est à Rueil-Malmaison. Ok. Donc c'est juste à côté de chez moi. Ouais. Donc c'est une structure différente de l'US Métro. C'est une vraie structure associative. Tu vois, on a plusieurs dojos, enfin il y a plusieurs salles. Ouais. Tu vois, on court un peu après les créneaux. On n'a pas encore de cage de MMA, tu vois. Ouais. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses à faire avancer. Donc ça, c'est challengeant. Ouais. Et puis le fait que ça soit à côté, c'est challengeant aussi. Et puis là, on est plus aussi dans une école de formation, tu vois. Ouais. Ouais, pour Et il y former a des combattants. L'US Métro, on va dire, c'est l'INSEP du MMA en Ile-de-France, tu vois. D'accord. Là, Fighting Beat, on est sur une structure associative et en plein développement. Et c'est vraiment challengeant, c'est passionnant. Ouais. Et je remercie Malik encore une fois pour la confiance accordée. Et c'est cool. Magnifique. Et c'est quoi ton actualité aujourd'hui avec ce club? Ou Alors, autre? j'interviens 1 à 2 fois par semaine. Et l'actualité, c'est déjà de bien me faire connaître et de faire connaissance avec tous les combattants. Et là, tu vois, par exemple, on a été au Muro pour faire un échange avec le club des Mureaux. Ça a été déjà important parce que j'ai un peu de mal avec les prénoms, moi, les visages et les prénoms. Ouais. Donc là, le fait de les coacher, de les regarder combattre, donc déjà, ça permet d'avoir un regard individualisé sur les athlètes, Ouais. qui est important. Et puis, l'actualité, en tout cas, de l'équipe, c'est, on va dire, la grosse actualité, c'est le passage en pro de Samba Sima, Ok. qui a été médaillé d'argent au championnat du monde IMAF. Donc, les championnats du monde IMAF, c'est en gros, c'est les championnats du monde amateur, de la D'accord. Fédération internationale amateur, Ok. qui est d'ailleurs qui collabore avec l'UFC. Tu vois, Ok. l'UFC qui est la plus grosse organisation mondiale. Et je te parlais aussi de Modibo Diakité, Ouais. qui fait ses débuts pro aussi à Retz Ouais. très bientôt. Alors pour Samba, c'est à Hexagone. En gros, les deux, ils font leur début sur les 2 plus grosses organisations françaises Ok. de MMA. Magnifique. Ouais. Et puis après, en parallèle du Fighting Beat, j'ai certains combattants qui me sollicitent pour des sessions individualisées. Et j'ai eu le privilège et la chance de travailler depuis pour ces 2 derniers combats. Et puis on va reprendre là, la collaboration avec Taylor Lapillus. Ah ouais. Qui est, Qui était avec Cyril Labaté, non? Alors Taylor avec Cyril, je sais pas. Ouais. En tout cas, il était c'est une des premières générations de combattants français. Ouais. Il était pendant longtemps au MMA Factory. Ouais. Aujourd'hui, il est à l'US Métro. Ok. Il est consultant aussi sur RMC. Ouais. Donc c'est quelqu'un qu'on voit assez souvent Ouais. sur les écrans. Et donc il a fait un premier run à l'UFC qui a été stoppé. Ensuite, il a fait des combats dans différentes organisations, notamment en Europe. Ouais. Il a pris quelques ceintures d'ailleurs. Et quand l'UFC est revenu en France, il est revenu à l'UFC. Ah, bien. Et il a fait donc un premier combat victorieux à Paris. Ensuite, deuxième combat de ce run-là, donc à Las Vegas où il perd contre Basharat.
Et c'est à ce moment-là où on commençait à travailler ensemble. Et puis un jour, c'était toujours bonjour. Tu sais, quand tu as 40 ou 50 gars sur le tapis, c'est t'as pas le difficile temps. de. Ouais. Ouais. Donc toujours bonjour, au revoir, respectueux, etc. Et puis un jour, il y avait eu Baki Doumbé. Ouais. Et en fait, je m'appuie sur un exemple du combat, notamment les amener au sol de Baki. Et en fait, je donne un exemple et puis j'enchaîne avec l'exercice derrière que je leur fais faire. Et Taylor vient me voir à la fin, il me fait « Ouais, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu mieux là ce que tu disais par rapport à ce thème-là, etc. » Et donc, on en parle 5 minutes, je lui fais travailler 2-3 trucs, il fait ah, « Vas-y, on va se voir après, on se programme des sessions individuelles. » Après, voilà, toujours en lien avec Johnny et puis avec Eric Cara, qui est son préparateur mental. D'accord. Et qui est préparateur mental. Bon, tu sais, le MMA, c'est des... chaque combattant professionnel, c'est une entreprise, en fait. Ah bah oui, tu vois, c'est une entreprise avec, en gros, une entreprise éphémère autour du combat qui approche. J'imagine tu as un staff, voilà. au sol, Ouais. tout ça Et tout le monde fonctionne différemment. C'est-à-dire Ok. que l'US Métro, par exemple, ceux qui sont à l'US Métro, ils vont avoir les entraînements de l'US Métro. Ouais. Mais tu en as un qui va avoir un préparateur mental, un autre qui a un autre préparateur mental. Pareil Ok. pour la préparation physique. Ouais. Donc chacun aménage un peu son petit système Ouais. qui lui convient. Donc c'est à la fois positif et en même temps négatif parce que c'est très difficile à manager, toi. Ouais, bah oui, quand forcément. tu es coordonnateur de ce système-là, si chaque combattant que tu entraînes, il a un staff différent, tu vois, toi, bah oui. C'est dur de ouais, c'est gérer. très complexe. Ouais. Très complexe et en même temps très passionnant. Mm. Et donc Eric m'avait contacté aussi pour ce que lui, il aime bien justement mettre un peu, comment dire, de cimenter un peu tout le monde, tu vois, l'équipe et de coordonner un petit peu les choses. Et donc voilà, du coup, là, ça a été les premiers pas dans on va dire dans l'environnement hyper professionnel des sports de combat. Ah, magnifique. Et donc, accompagnement de Taylor sur la préparation de 2 combats victorieux. Ouais. Et en plus, parce qu'après j'ai été regarder un peu les stats de l'UFC, sur tous les combats l'UFC qu'il fait, c'est sur ces 2 derniers combats qui bat ses records de nombre de coups portés à l'adversaire. Donc la valeur, l'indicateur de performance du striking. D'accord. Donc voilà, si j'ai pu apporter ma petite touche à ces perfs, t'as rempli ton j'en rôle. suis fier. Ouais, magnifique. Et vu que là on arrive sur la fin du podcast, qu'est-ce que tu auras à conseiller pour des jeunes qui veulent se lancer soit dans la savate ou le MMA ou dans le coaching? Parce que les choses ont évolué entre temps. Je vais être classique, hein. Ouais. Le travail. Ouais, le travail, c'est la base. Le travail, la rigueur, parce que il y a la quantité de travail et puis il y a aussi la qualité. Donc moi j'aime dire qu'il faut faire de la quantité de qualité. Ouais. Donc, mais les 2 éléments sont à prendre vraiment en compte, quoi. C'est pas le tout de se donner, de se lancer comme un wagon sans réflexion et sans finesse. Donc il faut aussi rechercher les bonnes personnes qui vont t'entourer correctement et qui vont te transmettre les bonnes méthodes, etc. pour travailler dans la qualité. Donc après, là tu me parles de savate, MMA, coaching. Même s'il y a du lien, c'est quand même des univers bien différents. La savate, par exemple, c'est un sport purement amateur. Donc, même si on a la savate pro aujourd'hui, et d'ailleurs, j'œuvre pour son développement à travers la promotion que j'ai développée avec des amis pendant le Covid, qui s'appelle S1 Savate Pro, sur Instagram, S1 Orga. Pour ceux qui sont intéressés. Et donc voilà, ça reste, on va dire, c'est de la savate promotionnelle. C'est pas vraiment ça n'a rien à voir avec le contexte que je te décrivais sur le MMA, tu vois. Donc, en tout cas, c'est le sport, c'est mon ADN. Donc c'est le sport qui a grandement participé à mon évolution, à ma construction en tant que sportif, coach et puis aussi être humain. Parce qu'on est avant tout des êtres humains avant d'être, tu vois, avant d'être coach ou avant d'être athlète de haut niveau.
Et bah, moi, j'encourage les jeunes qui sont intéressés par ce sport-là à aller jusqu'au bout du parcours et Ouais. à se faire plaisir. C'est pour moi allez, je vais oser le dire. Pour moi, c'est la meilleure école euh, pour euh, pour la boxe debout, pour le combat Ok, debout. ouais. La savate, c'est très structuré et les contraintes qu'on a au niveau de la technique en savate permettent un développement qui fait qu'ensuite, quand tu vas Dans ailleurs, l'autre, tu es ouais. dans la cour de récréation. Tout ce D'accord. que tu n'as pas le droit de faire, Ouais. tu as le droit de le faire. Ok, Tu vois. Et d'accord. en même temps, les concepts que tu développes en savate par rapport à, c'est encore une autre discussion, mais par Ouais. rapport à la chaussure, par rapport aux distances, le fait qu'on ait droit d'utiliser que la chaussure pour Ouais. frapper, fait que du coup, on va chercher des angles latéraux, on Ouais. reste à distance, Ouais. et tout ça, c'est hyper riche pour le MMA notamment. D'accord. Voilà. Magnifique. Donc voilà, donc, je pourrais dire que du bien en tout cas sur ce sport qui m'a apporté énormément de choses. Après pour le MMA c'est différent parce que aujourd'hui il y a des vraies perspectives d'évolution Ouais, en France. même professionnelle, tu vois. Ouais. Euh, donc c'est à peu près le même discours qu'on peut tenir auprès de footballeurs. Que tu sais que tu peux en faire ton métier. Ouais. Maintenant, tu peux aussi te blesser. Tu peux Ouais, bah donc oui. assurer les arrières, Ouais. assurer les arrières, et en même temps se sentir libre de s'impliquer à fond et de faire bah, tous les efforts de mettre en place tout le travail pour atteindre le plus haut niveau Ouais. possible. Magnifique. Ouais. Et en tant que coach, euh, pour moi, c'est un job et en même temps, c'est un art de vivre. Ouais. Et donc, bon, comme beaucoup de métiers, hein, je pense, hein, en fait, c'est t'apprends en permanence. Ouais, Donc, c'est comme ça. t'apprends en permanence, tu te dois d'adopter un état d'esprit de remise en question permanente au Permanente, ouais. quotidien. Tu dois toujours, il n'y a pas de Pour certitude. t'améliorer et Ouais, il tout. n'y a Ouais. pas qu'une voie, il y a Ouais. plusieurs voies, il n'y a pas de certitude. Donc l'idée c'est de toujours en veille de ce qui se passe ailleurs, Ouais. autour de toi et puis à l'étranger. Les livres, Ouais. les vidéos, les articles sur internet, les formations, Ouais. les échanges avec tes avec tes pairs en fait, avec les gens qui agissent au même niveau que toi. Ouais. Euh, le respect et l'écoute des anciens Ouais. et de Exact. ceux qui ont plus d'expérience et qui peuvent partager cette expérience. Et puis aussi, il y a un devoir aussi de transmission. Quand tu es coach, tu te dois aussi de ce que tu as appris à le Ouais. retransmettre à tes Donner. élèves Ouais. et puis aussi à des jeunes collègues qui veulent être Coach. coach, tu vois, les Ouais. accompagner et Ah, leur transmettre magnifique. aussi ce que toi tu as acquis. Magnifique. Bah, écoute, Jérôme, je te remercie. Avec plaisir. Merci à Et vous. on Merci à vous toi. dit, tous les suiveurs des anciens, abonnez-vous, commentez, likez et à la prochaine.